Ce portrait représente l'émissaire Dom Miguel de Castro, qui était impliqué dans les négociations de paix entre la République néerlandaise et l'Empire Congo. Il était le cousin du comte de Sono et les Hollandais dépendaient du comte de Sono. La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales craignait le statut de leur possession Luango, nouvellement conquise par les Portugais. Le roi Garcia II de Congo était prêt à défier toute menace portugaise ou néerlandaise contre le royaume. L'alliance hollandaise et Congo était une alliance fragile, basée sur la haine mutuelle de la colonisation portugaise. Dom Miguel de Castro était très probablement impliqué dans des pourparlers diplomatiques de haut niveau pour assurer la sécurité de l'alliance. Très peu d'informations ont été conservées sur la vie de Dom Miguel de Castro, mais il y a plus d'informations sur ses voyages. Il est allé du Brésil néerlandais à la République néerlandaise en Europe. Avec seulement quelques serviteurs, il a parcouru 3 continents, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Au terme de son long voyage, il put obtenir une audience auprès du prince Frédéric-Henri d'Orange. Le portrait est une huile sur toile et montre Miguel de Castro vêtu d'une robe européenne. On pensait qu'à un moment, Albert Écoute était le peintre, mais les érudits pensent que cela aurait pu être Géronymus Bex. Le portrait a probablement été peint à Middelbourg lors de sa rencontre avec les 3 directeurs de la cambrure zélandaise de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Il y avait un total de 6 portraits qui ont été commandés, qui inclut également l'entourage de De Castro. De telles peintures démontrent qu'à l'époque, les États européens considéraient les dirigeants africains comme des égaux. Au fur et à mesure que la traite des esclaves se poursuivait, les préjugés raciaux augmentaient. Envoyés par le souverain de Sono. En 1643 ou 1644, ils sont arrivés dans le cadre d'une délégation envoyée par le souverain de Sono, une province de l'Empire Congo via le Brésil aux Pays-Bas. Expose à la Royal Kunstkammer. L'un des objectifs du voyage était de trouver une solution à un conflit interne au Congo. Ces 3 tableaux représentent l'émissaire Congo Dom Miguel de Castro et ses serviteurs Pedro Sunda et Diego Bemba. Tous les 3 sont habillés selon la mode portugaise et les serviteurs exhibent des cadeaux qu'ils ont apportés ou reçus. Une prédiction précise. Une voyante Congo dit à la mère de Nzinga qu'un jour sa fille deviendrait reine. À l'époque, cela aurait semblé être une prédiction farfelue car il était rare qu'une fille règne. Mais bien sûr, avec le recul, cela s'est avéré être vrai. Lorsque le frère de Nzinga est mort en 1633, elle est devenue la dirigeante de sa nation. Anne Nzinga naît en 1583 alors que son royaume tente de résister à l'envahisseur portugais. Dès son plus jeune âge, son père l'emmène sur le champ de bataille. Elle assiste même à la chasse, normalement réservée aux hommes. Nzinga a reçu son nom en raison de sa naissance dramatique. La jeune dirigeante est née avec son cordon ombilical enroulé autour du cou, mais a quand même réussi à survivre. Dans la langue Kibundu, l'une des 2 parlées par le peuple Mbundu, le verbe kunjinga signifie tordre ou tourner. Elle a donc été nommée Nzinga ou Njinga. Le roi Kilwanji a essayé toute sa vie de résister à l'invasion européenne. À cette époque, les Portugais avaient ouvert des ports pour la traite des esclaves dans diverses parties de l'Afrique depuis maintenant 100 ans. Les Portugais avaient strictement interdit au peuple Congo de gouverner la capitale de l'empire Mbanza-Congo. Toute personne qui tenta de gouverner Mbanza-Congo furent tuées par les coups des canons des Portugais. Après sa mort, son fils Mbandé lui succéda en 1622. Il nomma Nzinga ambassadrice et l'envoya à Luanda, l'actuelle capitale de l'Angola et à cette époque le principal port d'embarquement des esclaves. Nzinga fut envoyé à Luanda pour rencontrer le gouverneur João Correa de Souza et signer un traité de paix. Mais le véritable plan de Nzinga était de chasser les Portugais. Quand elle est arrivée à Luanda, les gens l'ont accueillie avec une grande joie, mais le gouverneur, pour l'insulter, l'a invitée à s'asseoir par terre. Pour prouver qu'elle ne négocierait pas à partir d'une position inférieure, elle s'assit sur le dos d'une servante qui s'était mise sur ses 4 pieds. Nzinga parvient à un accord. En signe de bonne foi, lors des négociations, Nzinga a accepté de se convertir au catholicisme. La reine a été baptisée Ana de Souza en utilisant le nom de famille du gouverneur portugais. Ce déménagement l'a aidée politiquement et en 1623, elle a été nommée gouverneure de Luanda, titre qu'elle a occupé jusqu'en 1626. Malheureusement, il n'aura fallu qu'1 an pour que les Portugais décident de la trahir. Ils ont rompu le traité et sont retournés à la capture d'esclaves. Le frère de Nzinga, Mbandi, a été assassiné des propres mains de Nzinga. Les récits indiquent que Nzinga l'a tué pour se venger d'avoir tué son fils. Après la mort de son frère Mbandi en 1663, Nzinga est devenu le régent, souverain par intérim, de son fils Kaza. Cependant,
Peu de temps après, Kasa est décédée. Les sources affirment que sa mort a été causée par des forces sinistres. Ce fut finalement au tour de Nzinga de régner. Dès lors, elle se fait appeler reine d'Andongo. Nzinga se consacra à la lutte contre les Portugais et l'esclavage. Elle offrit un refuge aux esclaves fugitifs et créa une armée dans laquelle il y avait aussi de la place pour les femmes. Elle a développé une nouvelle forme d'organisation militaire appelée Quilombo, dans lequel les jeunes éloignés de leur famille grandissaient dans des milices communautaires et formaient des alliances avec les tribus voisines, comme les Bangala. Elle s'allia également avec les Hollandais pour combattre les Portugais, mais découvrit bientôt qu'eux aussi étaient prêts à trahir les promesses et les traités et ne voulaient qu'asservir les peuples africains. Avec sa force, sa dignité, sa fierté, son acuité et son intransigeance, elle devient reine à 43 ans. Elle conquérit les voisins du Matamba, nomme des femmes à des postes haut placés et s'entoure de concubins. Elle dirige elle-même les opérations militaires jusqu'à un âge avancé. Nzinga déjoue les tentatives de coup d'État et régnera près de 4 décennies. Elle meurt à 80 ans le 17 décembre 1663, après la signature de la paix avec les Portugais. Nzinga est devenue un symbole de la résistance africaine à la pénétration européenne et est aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui ont choisi de lutter contre le colonialisme et l'esclavage. Carte portugaise 1703-1772 de l'Empire Congo. La prêtresse guérisseuse et médium Kimpavita. Née en 1684 dans une famille de la noblesse Congo, Kimpavita est baptisée à une date inconnue par un prêtre métis originaire de Mbanza-Congo, Luis de Mendonça. À l'époque, une grande partie de la population de l'Empire du Congo est catholique, l'évangélisation ayant commencé dès la fin du XVe siècle avec le baptême de Nzingakuvu sous le nom de Jean Ier. L'histoire secrète de Kimpavita. Kimpavita Nsimba Marguerite Béatrice est originaire du mont Kibangu, situé en plein empire Congo, une région où coulent 5 rivières. Selon la tradition Congo, tout lieu où coule une rivière est un endroit sacré car il constitue la frontière entre le monde réel et le monde invisible. En 1704, Nsimba Marguerite Béatrice, alors âgée de 20 ans, prit le nom de Kimpavita, ce qui signifie instrument de guerre. Après avoir reçu une révélation de Dieu sur son identité spirituelle réelle, une certaine Mama Mafuta Fumaria, une prophétesse de Mbanza Congo, assura son coaching initiatique. Elle devint alors une grande initiée au mystère de la création de la vie et de la mort. Rapidement, elle se fait surnommer la Jeune d'Arc en Afrique et sa mission était de libérer la race noire de l'oppression coloniale, en l'occurrence portugaise et hollandaise. Un jour, Kimpavita tomba malade et mourut. De manière traditionnelle, les anciens se sont réunis pour son enterrement, mais comme son père était absent, ils ont décidé d'attendre que son père soit retrouvé. 3 jours plus tard, il n'était toujours pas revenu et les villages ont décidé de continuer l'inhumation. Ce 3e jour après sa mort, Kimpavita s'est levé et leur a demandé ce qu'il faisait. Les anciens ont répondu qu'ils pensaient qu'elle était morte. Elle parlera ensuite d'une ascension au ciel, aujourd'hui connue sous forme d'EMI, expérience de mort imminente. Kimpavita leur a dit qu'elle ressentait beaucoup de douleur, alors son esprit est sorti au-dessus de sa tête et un ancêtre est venu et l'a emmenée dans une très belle ville dans le ciel. Elle a reçu des enseignements ici et a ensuite été renvoyée. La mission que les ancêtres ont donnée à Kimpavita était de réveiller le peuple, de réunir l'Empire Congo et de reconstruire la ville de Mbanza Congo, la cité de Dieu, qui avait été détruite par les Portugais. Rappelons-nous, les Portugais avaient strictement interdit au peuple Congo de gouverner la capitale de l'Empire. Toute personne qui tenta de gouverner Mbanza Congo furent tuées par des coups de canon des Portugais. Après son expérience de mort imminente, Kimpavita annonça à sa famille que Dieu lui avait donné la mission de prêcher la vraie croyance des Né-Congo. Elle avait pour habitude d'effectuer des retraites spirituelles ou mananga dans la nature et commença à prêcher sur le mont Kibangu, la montagne sacrée. Kimpavita et ses disciples s'élèvent contre l'occupation portugaise et hollandaise et appellent au rétablissement de l'Empire Congo. Bientôt, un nombre croissant de disciples remplissent l'Empire Congo d'une nouvelle vie. Elle avait repéré une grotte à l'intérieur de laquelle elle et ses fidèles se réunissaient pour élever leurs prières et rites sacrés, dont la mission était de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbumba Kidonga.
Pour les missionnaires occidentaux, la société Kimpasi pratiquait la sorcellerie et la plupart de leurs temples qui se trouvaient dans la forêt avaient été détruits par les Capucins. Et inversement pour les membres de la société Kimpasi. Cet endroit s'appelait Ngom et c'est là qu'elle reçut la révélation du nom de la croyance ancestrale africaine Ngomza, qui veut dire esprit de Mpungu Tulendo. Ce dernier se répand sur toute chair et fait de chaque homme ou femme serviteur ou servante de Mpungu Tulendo. Pendant les moments de prière, des énergies très puissantes descendaient sur l'assistante. L'esprit de Mpungu Tulendo se manifestait par des voix audibles, des prophéties et des dons spirituels. La prophétesse osa un jour se présenter en personne au palais du roi Pedro IV pour lui demander de se joindre à elle afin de prier le vrai Jésus et restaurer l'empire alors saccagé par la guerre. Un prêtre portugais, le père Bernardo da Gallo, qui témoigna de cette visite de Kimpavita au palais, raconta qu'au passage de la jeune femme, des arbres tordus ou à terre se sont redressés et que les portes du palais se sont ouvertes elles-mêmes, comme repoussées par des mains invisibles. Bientôt, on se presse de ramasser les miettes qui tombent dans sa main, de lécher les gouttes d'eau qu'elle a fait tomber en buvant dans sa calebasse, et d'un simple toucher, la jeune femme rend féconde les femmes stériles. Kimpavita était toujours entourée d'une grande foule. Le père Bernardo da Gallo avait fini par compter et reconnaître plus de 80 000 conversions par elle. Même Donna Maria Hippolyta, l'épouse du roi Pedro IV, s'était aussi ralliée à l'ancienne croyance Congo, Kimpavita, qui était décidée à restaurer l'Empire Congo et son message. Après être tombée enceinte de manière mystérieuse, certaines sources disent qu'elle aurait eu un compagnon, mais les sources ne sont pas claires. La renommée de Kimpavita était devenue une menace considérable qui risquait de conduire à la chute de l'Église, à la défaite de la théologie chrétienne et donc à la perte de contrôle de l'Empire par les missionnaires. Il fallait donc trouver une astuce pour éliminer la jeune prophétesse. Pour la jeune femme, les Capucins étaient des êtres malfaisants. Elle les surnommait Ndoki ou Nkadi Apembe. Le Conseil royal, sous la présidence de Dom Bernardo Levuzzi Ankanu, le grand juge assisté du secrétaire royal Miguel de Castro, prononcera la sentence de mort contre Kimpavita pour hérésie, crime de nature religieuse et mensonge après un procès monté de toutes pièces par les Capucins. Les troupes du roi Pedro l'ont arrêtée alors qu'elle se cachait pour s'occuper du bébé. L'essentiel de ce que l'on sait de Kimpavita provient des archives du frère Bernardo de Gallo, le moine capucin qui l'a condamné à être brûlé. Selon les moines, l'enfant a été épargné. La tradition orale Congo, cependant, insiste sur le fait que l'enfant de Kimpavita a été brûlé avec elle en 1706. Mais un autre miracle se produisit. À l'endroit où elle fut brûlée, on vit apparaître une grande étoile. En outre, des rumeurs circulent et annoncent que Kimpavita devait se réincarner quelque part au Congo. Et d'ailleurs, quelques jours après son exécution, de nombreuses personnes avaient dit l'avoir aperçue dans la région de Mbanza-Congo. L'historien haïtien Gabriel Debian, cité par Yvette Faraudière, affirme que majorité des esclaves africains à Saint-Domingue étaient d'origine Congo et l'autre partie des Africains étaient les Ibos du Nigeria, suivis par les Aradas du Dahomey qui partageaient les mêmes coutumes traditionnelles bantoues. Selon l'historien belge Anne Vine, cité par Linda May Heywood, au milieu du XVIIIe siècle, les Français et les Espagnols ont acheté des millions d'esclaves à l'Empire Congo pour l'île de Saint-Domingue entre 1720 et 1780, soit 92% du nombre total des esclaves concentrés au nord de l'île qui est aujourd'hui Haïti. David Patrick Gégus asserte que les Congos constituaient la majorité des Africains à Saint-Domingue, pratiquement la totalité de la population dans les plaines et dans les montagnes. Le colonel Malenfant de l'expédition Leclerc à Saint-Domingue y découvre des Congos qui chantaient sans cesse et mettaient leur bonheur dans la danse. Monseigneur Jean-Marie Jean, 1981, révèle qu'une bande musicale conduite par Princesse Amésite chantait la nuit à Cap-Français en langue kikongo. Pour David Patrick Gégus, ces chansons étaient des invocations des Mbumba, des esprits invoqués pour anéantir les forces maléfiques, à savoir Mbumba Mbingu, Mbumba Malela, Mbumba Makonda. Un registre du compte des nègres en fuite et du décompte des esclaves fugitifs arrêtés fait ressortir que les Congos occupaient toujours le sommet de la liste des esclaves fugitifs. Le plus grand fugitif de la période pré-révolutionnaire, véritable bouc émissaire de l'idéologie révolutionnaire, sera un esclave fugitif Congo du nom de François Makanda dit Makandal. Il est le premier qui a uni les communautés fugitives des montagnes du nord d'Haïti pendant les années 1750. Il envisageait de tuer tous les blancs de la colonie par le poison et libérer tous les nègres. Selon Pierre de Vézières, c'était un grand féticheur.
Il avait fanatisé les esclaves de la colonie et on disait de lui qu'il se dédoublait et pouvait être vu d'un endroit à un autre au même moment. Avec ses partisans, ils organisaient des raids la nuit pour incendier les habitations des maîtres d'esclaves. Ils avaient réussi à empoisonner l'eau courante des habitations des colons, causant près de 6000 décès. Makanda fut capturé et brûlé vif à Cap-Haïtien le 10 janvier 1758. Des témoignages rapportent qu'il s'était transformé en oiseau et s'était envolé des flammes. Cette transformation en oiseau nous ramène chez le père Van Wing, qui nous dit que chez les Congos, les hommes se transforment en bêtes, les sorciers se changent en animaux minuscules, ainsi trouve-t-on, d'après la croyance Bakongo, des personnes qui peuvent se métamorphoser en animaux de grande taille à partir d'un fétiche. David Gégus a considéré François Makanda comme étant un sorcier, un bokor en créole haïtien. Le personnage de Makanda en Haïti est resté la figure emblématique du sorcier. Les Congos dans la Révolution d'Haïti. Les Congos ont dirigé la lutte contre l'oppression coloniale. Le roi Congo était le roi de tous les Noirs. Cette prétention a fait la peinture de la suprématie pour les sujets de ce roi à Saint-Domingue. Quand Napoléon Bonaparte envoie le général Leclerc le 1er février 1802 pour rétablir l'esclavage à la suite de l'autoproclamation de Toussaint Louverture, comme gouverneur à vie à Saint-Domingue, la défense héroïque des indigènes sera surtout illustrée par Jean-Baptiste Sans Souci et Henri Christophe. Ce dernier était un créole dont le côté africain n'était pas connu, mais Sans Souci était un Congo. Il est l'un des plus grands leaders militaires talentueux de Saint-Domingue. Il était actif dans le nord, près de la ville de Limonade. En septembre 1802, au cours d'une attaque française contre Sans Souci, il y a eu plus de 400 Français tués. Le 18 novembre 1803, c'est la bataille définitive à Vertières entre le colonisateur, qui est la France, et les indigènes. Les troupeaux françaises sont menées par le général Donatien de Rechambault et les troupes indigènes par Jean-Jacques Dessalines, successeur de Toussaint Louverture. Dessalines était un génie militaire, considéré comme un demi-dieu. Il avait une énergie démoniaque, il ne prenait jamais de prisonniers, il rasait tout à son passage en incendiant des villages entiers. John Thornton, historien et chercheur à l'université de Boston, a fait l'observation que la majorité des esclaves à Saint-Domingue, pendant la Révolution, étaient nés en Afrique et avaient servi dans des armées africaines ayant de facto une expérience militaire. Le succès de la Révolution haïtienne a nécessité du talent militaire. Seuls les vétérans de guerre africaine étaient en mesure de faire ces exploits. Pour John Thornton, ce sont ces vétérans des armées du Royaume Congo qui ont le plus contribué à la révolte de Saint-Domingue. Les Congos avaient l'expérience des batailles qu'ils avaient eues contre les Portugais. Les indigènes sortent victorieux de la bataille en écrasant la plus puissante armée de l'époque, l'armée de Napoléon, composée de généraux d'élite qui avaient prôné la victoire sur le Rhin et les Danubes à la campagne d'Égypte et d'Italie. Parmi les décès de l'armée française figure celui du général Charles-Francis Dougois, ancien commandant de la ville du Caire pendant la campagne napoléonienne d'Égypte. Son nom a été inscrit sur l'Arc de Triomphe. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines déclare l'indépendance de la colonie de Saint-Domingue qui devient Haïti, la terre des montagnes. Il déchire la partie blanche du drapeau français pour former le drapeau haïtien bleu et rouge. Timoline Brutus asserte que Dessalines avait chanté en kikongo en étant en transe. Après s'être autoproclamé gouverneur à vie d'Haïti, il rejette l'autorité de Rome sur l'Église catholique d'Haïti et se proclame chef de l'Église catholique haïtienne. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines déclare l'indépendance de la colonie de Saint-Domingue, qui devient Haïti, la terre des montagnes, en hommage du nom indien de l'île avant l'arrivée des Européens. La musique Congo sera conservée par les premiers esclaves envoyés aux Amériques, notamment en Amérique du Nord, Nouvelle-Orléans. Les esclaves Congo feront de cette musique un spectacle observé tous les dimanches par des milliers de personnes. Avec la traite négrière, les Africains ont emmené dans les Amériques leur culture et leur musique. Ils ont fabriqué leurs instruments rudimentaires au début, puis sophistiqués ensuite pour donner naissance au jazz au nord ou à la rumba au sud. Congo Square, situé en Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans était sous contrôle espagnol jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Cela s'appliquait même aux esclaves. Les esclaves Congo considérant le dimanche comme un jour de repos, les Espagnols accordaient à leurs esclaves l'après-midi et leur permettaient de socialiser. Comme nous tous, les esclaves de la Nouvelle-Orléans se rassemblaient et se plaignaient de la chaleur. Ils se sont également divertis en faisant de la musique et en dansant. Les dirigeants de la ville ont permis aux esclaves de se rassembler, mais à l'extérieur de la ville, dans une zone ouverte jusqu'à l'extérieur de la ville d'origine, au nord de Rampart Street.
Cette zone est devenue connue sous le nom de la place des Nègres, plus communément sous le nom de place Congo. Au moment où les Américains ont pris le contrôle, la ville avait dépassé le Vieux Carré. Et ce point de rassemblement s'appelait Congo Square. Congo Square était le lieu où les esclaves noirs pouvaient redevenir africains, ne serait-ce qu'un après-midi par semaine. Ils apportaient des tambours, des cloches et d'autres instruments de musique sur place et se rassemblaient, à peu près par tribu, pour jouer de la musique, chanter et danser. Le vaudou de la Nouvelle-Orléans naît au début du XVIIIe siècle avec l'arrivée des esclaves africains et plus particulièrement les esclaves Congo originaires de l'Empire Congo ou d'Haïti. Ils importent leurs traditions spirituelles et celles-ci s'y mélangent à la culture catholique et francophone autochtone. Le vaudou local toujours existant offre des similitudes avec le vaudou haïtien, mais il en diffère aussi en mettant l'accent sur les gris-gris et les reines vaudou. Sa langue liturgique est le français créole de Louisiane. Une des personnalités locales du vaudou était Marie Laveau. Marie Laveau est née libre dans le quartier historique du Vieux Carré français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Elle est la fille de Charles Laveau, un marchand noir libre d'origine congo et française, et d'une femme noire affranchie, Marguerite Henry. Le 4 août 1819, elle épousa Jacques Paris, un homme noir affranchi qui avait émigré d'Haïti. Leur certificat de mariage est conservé dans la cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans, où ils se sont mariés sous la bénédiction du père capucin Antoine. Jacques Paris mourut en 1820 dans des circonstances inexpliquées. Marie Laveau a été un temps surnommée la veuve Paris. Il faisait partie de l'importante communauté d'immigrants haïtiens Congo de la Nouvelle-Orléans qui avait fui la révolution haïtienne de 1804. Les nouveaux immigrants se composaient de planteurs blancs français et de milliers d'esclaves ainsi que de gens noirs libres. Ceux qui avaient des origines africaines ont contribué à raviver la culture vaudou et la francophonie, accompagnés de rituels africains et de pratiques culturelles ancestrales dans la communauté noire de la Nouvelle-Orléans. Réputée pour être la petite fille d'une prêtresse vaudou influente à Saint-Domingue, Marie est considérée comme une grande mambo et surnommée la reine du vaudou. Elle organise des cérémonies secrètes au sein de son propre foyer, dans son jardin, où elle convoque l'esprit de la divinité Nzambi qui se manifeste sous la forme d'un serpent, mais également au Congo Square, une place publique à la confluence du Bayou Saint-Jean et du lac Pontchartrain. C'est là qu'ont lieu les plus importantes cérémonies, comprenant des chants, des danses, de la musique et disent les récits des possessions spirituelles. Marie est respectée et réputée, même au-delà de la Louisiane. On cherche ses conseils et on fait appel à ses pouvoirs de divination pour des problèmes liés au mariage, à des disputes conjugales, à la maternité, à des affaires judiciaires ou encore aux finances et à la santé. Au-delà des cérémonies, Marie fournit également conseils ou talismans visant à protéger du malheur ou à porter chance. Marie Laveau meurt en juin 1881 à l'âge de 79 ans. Elle est enterrée à la Nouvelle-Orléans. Peu après, des rumeurs disent que des personnes l'auraient aperçue en ville. Personnage mythique fortement lié à l'histoire du vaudou à la Nouvelle-Orléans, Marie Laveau inspira de nombreux artistes.